Bonjour à tous et à tous, vous êtes sur Radio Judaïka, il est 8 heures et désormais, comme chaque semaine à cette heure-ci, nous sommes en direct d'Israël avec Stéphane Juffa, rédacteur en chef de la Metula News Agency. Stéphane, bonjour. Bonjour Jim et bonjour aux auditeurs de Radio Judaïka. Alors Stéphane, on va commencer par faire avec vous le bilan de cette semaine en Israël avec de nombreux attentats, un touriste américain notamment décédé. Il y a également plusieurs blessés graves. Stéphane, est-ce qu'on connaît ce matin la situation de ces blessés graves ? On ne la connaît pas en détail, c'est une question d'intimité du patient, des informations médicales qui lui sont consacrées, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu 6 attentats graves cette semaine. Ces 2 derniers jours, il n'y en a pas eu, c'est une petite accalmie lors des 6 attentats, dont au moins 3 dans la région de Jérusalem. Eh bien, 2 policiers ont été blessés à la tête et malheureusement, l'un de ces 2 policiers est dans une situation qui n'est pas stabilisée, c'est-à-dire que son diagnostic vital, Jim, est encore engagé et on espère, bien entendu, nos vœux vont en direction de son complet rétablissement. Et puis également, lors de cette agression au couteau tout le long de la promenade dans le port de Jaffa, le port de Tel Aviv, eh bien, il y a encore, à part ce touriste américain, c'est assez cocasse parce qu'il a fait la guerre d'Afghanistan, il a fait, je crois, aussi la guerre d'Irak, et puis il a péri comme ça sous les coups de poignard d'un terroriste palestinien à Tel Aviv. C'est cocasse et triste à la fois. Et puis il y a encore 4 autres personnes, des civils, qui ont été poignardés par ce terroriste venu de Qalqilia, Jim. Alors justement, Stéphane, ces attaques terroristes, on va encore en parler. On va parler plus précisément de la justification de ces attentats par certaines agences de presse ou certains médias. C'est notamment le contenu d'un des articles de la MENA. Alors pour illustrer ce sujet, je vous propose tout d'abord, Stéphane, si vous le voulez bien, d'écouter un extrait d'une interview de Simon Peterman, qui est expert en terrorisme à l'Université libre de Bruxelles. C'était mercredi dans le journal de 18h. On en parle avec vous tout de suite après. Mahmoud Abbas se trouve dans une situation très très difficile. S'il condamne les attentats, le Hamas va probablement faire de la surenchère et dénoncer, ils le font d'ailleurs déjà depuis longtemps, Mahmoud Abbas et d'autres dirigeants du Fatah comme étant des collaborateurs, n'est-ce pas, de l'occupation, de l'occupant israélien. Donc Mahmoud Abbas se trouve dans une situation extrêmement difficile, d'autant qu'il n'y a aucune perspective pour le moment de paix. Et que donc, comme il n'y a pas de perspective, et qu'on assiste en même temps au développement de certaines implantations dans les territoires, Mahmoud Abbas est lui-même, dans une situation où il ne peut qu'approuver du bout des lèvres, n'est-ce pas, des actes qui par ailleurs sont tout à fait condamnables évidemment et sont inacceptables, mais il ne peut rien faire d'autre pour le moment. Alors Stéphane, dans cette interview, on vient de l'entendre, on parle évidemment de condamner ces actes, ces attaques terroristes. On entend aussi parler d'occupation israélienne et de colonies. Alors en parler systématiquement, en tout cas quand on parle d'attentats, est-ce que c'est de la justification ? J'ai d'abord appris l'existence d'un acteur politique que je connaissais pas au Proche-Orient. Il s'agit de Mahmoud Abbas. Ça doit sans doute être Mahmoud Abbas. C'est une plaisanterie, mais ça prouve que ce personnage, je sais pas qui c'est, qui fait ses commentaires, est assez étranger à la fois géographiquement à ce qui se passe dans notre région et puis également au niveau de l'analyse. Quand il nous dit que Mahmoud Abbas condamne les attentats, les actes de terrorisme contre des civils du bout des lèvres, c'est pas vrai du tout. Il rend les honneurs aux familles des terroristes, il les reçoit à la Moukata. Assez souvent, il donne des noms de rues dans
de l'autorité palestinienne à ceux qui ont commis ces crimes. Ces crimes, résumons-les, hein, c'est un Palestinien qui, avec un couteau ou avec un revolver, sans choisir sa cible, de manière raciste, parce qu'il s'attaque tout simplement aux gens d'une autre origine que la sienne, à cause de leur origine, sans se soucier de savoir si ce sont des hommes ou des femmes, des enfants ou des vieillards. Eh bien, il va sortir de chez lui, pour assassiner un juif. Donc voilà de quoi on parle, et condamner cela du bout des lèvres, ça rend peut-être coupable, condamnable de quelque chose, notamment d'incitation à la violence, ce genre de commentaires. Dans l'article qu'on a écrit, Jim, cette semaine, je citais une dépêche de 1942 de la BBC qui disait la chose suivante. Moi aussi, je cite une source. Hein. À Nancy, ville française occupée et annexée par l'Allemagne, un Français a ouvert le feu sur des policiers allemands et gravement blessé 2 d'entre eux avant d'être abattus. Alors, ce qu'il faut dire, ce qu'on a tous ressenti à la lecture de cette dépêche, c'est la compassion des lecteurs qui étaient naturellement dirigés vers le résistant, et personne, on peut vous l'assurer, au Royaume-Uni n'aurait éprouvé la moindre sympathie à l'égard des policiers allemands tués. Parce que, et c'est la réponse à votre question, Jim, dès lors qu'il s'agit d'une occupation, le droit parle toujours en faveur de ceux qui la subissent, alors que ceux qui l'imposent ont connu le destin inhérent à la politique menée par leur gouvernement. En fait, ce que j'ai fait, c'est quelque chose d'assez simple, c'est de transposer une fausse dépêche de la BBC de 1942, mais je vous rassure, il y en a eu beaucoup exactement sur le même modèle, de la transposer sur un communiqué de l'AFP. J'ai rien changé au communiqué de l'AFP, à l'exception de l'identité des policiers qui sont des Israéliens et de l'identité du tueur qui est un Palestinien. Donc, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on n'a pas sursauté, et puis que les rôles et les sentiments que cela incite auprès du lecteur, du téléspectateur, de l'auditeur, sont tout à fait évidents. On a un sentiment d'admiration envers celui qui a perpétré le crime, et de dégoût et de bienfait pour vous par rapport à ceux qui l'ont subi. Ce genre de mention justifie légalement ces assassinats en créant une inversion entre l'auteur et la victime dans le narratif. C'est ce que je viens d'expliquer. Il dirige ces modèles également la sympathie de l'opinion publique francophone notamment en direction des agresseurs, et encourage la détestation des victimes juives israéliennes. Et pour cela, eh bien, il y a certaines exigences, des exigences légales, je dirais. Ces modèles se basent sur des mots-clés. Et ces mots-clés, Jim, sont territoire, palestinien et occupé. Territoire palestinien et occupé, parce que dans la fausse dépêche de la BBC, on l'a vu, dès qu'on parle de territoire occupé, quelqu'un qui s'élève contre l'occupation, eh bien, c'est un résistant, ce n'est pas un terroriste. Et d'ailleurs, pour être tout à fait clair à ce sujet, et on en a parlé un certain nombre de fois à cette antenne, eh bien, l'AFP a banni, a codifié que l'emploi du mot terroriste ne pouvait être appliqué à des Arabes et à des musulmans dans le cadre du différend avec Israël. C'est-à-dire que, tout simplement, les gens qui travaillent à l'AFP n'ont pas le droit d'utiliser ces termes pour décrire celui qui perpètre ce genre de crimes qui sont, bien évidemment, terroristes. Alors, on va parler d'assaillants. On va parler tout simplement de Palestiniens. Alors, il y a une situation assez étonnante, c'est quand l'agression a lieu à Tel Aviv, ou dans la partie occidentale, donc israélienne, non disputée de Jérusalem, ou à Petah Tikva. Donc, comment, dans ces conditions, créer le rapprochement entre l'acte de terrorisme et le fait que la Cisjordanie soit, entre guillemets, pour eux, occupée. Alors, dans le cadre de l'assassinat
du touriste américain Jaffa. Eh bien, que nous dit l'AFP? Donc ça s'est passé au cœur de Tel Aviv. Donc on peut pas dire que Tel Aviv, même eux ne peuvent pas dire que Tel Aviv est un territoire palestinien occupé, annexé. Ben, tout simplement, ils nous disent que le terroriste était originaire de Qalqilia dans le nord de la Cisjordanie occupée. Voilà le lien, voilà la justification. On est bien au niveau de justification, de légitimation d'actes de terrorisme par lesquels des individus palestiniens attaquent pour tuer des individus israéliens. Donc on en est à la justification de ces actes dans la presse française, francophone et largement belge, on va le voir tout à l'heure. Et puis, il y a quelque chose d'encore plus gros, et puis si c'était pas si triste, on en rirait un peu. Une des attaques de Jérusalem à l'arme à feu, elle s'est déroulée dans la partie occidentale, donc israélienne d'avant 1967. Donc on peut pas parler de partie occupée puisque ça se passe en Israël et même les terroristes en question ne sont pas originaires de Cisjordanie, mais de Jérusalem elle-même ou de sa proximité immédiate. Alors écoutez bien parce que c'est quand même assez cocasse, voire abruptement pathétique. Parlant de cet attentat, il s'est déroulé tout près de la vieille ville de Jérusalem, partie palestinienne de Jérusalem annexée et occupée par Israël. Alors, c'est ça qui va même suffire à justifier, à légitimer cet attentat. Qu'est-ce que ça signifie que 300 mètres plus loin il était justifié ou qu'il est justifié par une sorte de capillarité géographique, peut-être qui lie la partie occidentale à la partie orientale par les égouts? Eh bien cela, Jim, on le saura jamais. Mais, il y a un élément nouveau cette semaine, un élément très grave dans cette justification et légitimation de ces attentats terroristes visant des civils israéliens. L'AFP nous explique que le mouvement résulte, je cite, des vexations de l'occupation, de l'absence de toute perspective proche d'indépendance et des frustrations économiques selon les experts. Selon les experts, ça veut dire, selon l'article défini, selon tous les experts, y compris nous par exemple. Donc, il y a non seulement la justification au sens de la loi internationale, puisqu'il s'agit de territoires occupés, mais également on vous explique pourquoi ces pauvres terroristes assassinent des petites filles et des personnes âgées sur le front de plage de Tel Aviv. Donc il y a un rationnel, il y a une explication. Donc on retire de toute espèce de culpabilité. En fait, ils combattent pour la libération de leur pays et c'est tout à fait acceptable. Et ça c'est nouveau. Ça c'est nouveau dans les dépêches de l'AFP. Ce qui n'a pas empêché que, tels des perroquets borgnes, eh bien on a retrouvé mot pour mot cette dépêche qui justifie de la sorte ces attentats et tous les autres qui vont suivre dans Libération, dans La Dépêche, dans Ouest France, dans le Nouvel Obs, dans La Croix, dans l'Express, dans Euronews, TV5 Monde, la RTBF bien sûr, tous les grands médias belges sont dans le coup, La Provence, La Nouvelle République, La Libre Belgique, La Voix du Nord, etc., etc. C'est-à-dire que pour l'ensemble de l'opinion publique francophone, non pas seulement française, eh bien, les Palestiniens, les terroristes palestiniens qui tuent des enfants israéliens ont une motivation et un rationnel absolument solide et quasiment inattaquable pour tuer des civils israéliens. Voilà où on en est. On en est exactement à cette fausse dépêche de la BBC inversée. Aujourd'hui, en tout cas, cette intelligentsia de la presse, de certains milieux, de certains intellectuels, d'une grande partie des gouvernements, soutient, légitimise et justifie ces crimes contre les civils israéliens. C'est nouveau. Il n'y a pas d'habitude, il n'y a pas de train-train. C'est un fait qui est nouveau, c'est une nouvelle posture, c'est-à-dire ce degré de justification n'avait, Jim, jamais été atteint jusqu'à présent.
Alors Stéphane, on invite bien évidemment nos éditeurs à se rendre sur la page Facebook ou sur le site web de la Metula News Agency s'ils veulent avoir encore plus d'informations et de détails sur cette affaire. Vous avez publié un article là-dessus, mais on va continuer, si vous le voulez bien, sur l'actualité israélienne et la Commission européenne, via Federica Mogherini, qui a annoncé qu'ils avaient débloqué plus de 250 millions d'euros pour l'éducation et la santé en Palestine. Alors Stéphane, ce que j'aimerais vous demander tout d'abord, c'est est-ce qu'on est sûr de où ira cet argent tout d'abord? Absolument, on est sûr d'où ira cet argent de Jim. Il ira certainement pas à l'éducation et à la santé de l'autorité palestinienne. On sait que l'autorité palestinienne a énormément besoin d'argent, qu'elle est à la limite du dépôt de bilan financier, et que que l'Union européenne cherche toutes les voies possibles pour soutenir cette économie qui en est à peine une de la manière la plus défendable possible. Donc quand on dit qu'on va favoriser l'accès des réfugiés à l'éducation et à la santé, ça peut passer en tout cas pour les nigauds. Mais dans le texte de Federica Mogherini, il y a quand même la résultante, l'explication de ce transfert. Elle écrit plutôt, mais ça ne sera pas assez. Les institutions palestiniennes doivent être plus démocratiques, plus fiables et plus transparentes. Ça veut dire que l'Europe, en transférant cet argent, sait pertinemment qu'il ira pas à l'éducation, mais qu'il ira non pas au sein de l'autorité palestinienne pour acheter des armes pour tuer des Israéliens, on n'en est heureusement pas là, mais qu'il ira tout simplement dans la poche des dignitaires, des ministres et des quelques 75 000 fonctionnaires dont les 2 tiers ne servent strictement à rien, à part qu'à manger et à amasser un petit peu d'argent sur le dos des Européens et des autres pays qui aident l'autorité palestinienne. Donc il y aura 170,5 millions d'euros qui sont affectés directement à l'autorité palestinienne, et puis le reste, 82,5 millions, qui iront à l'agence de l'ONU pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient, la fameuse UNRWA. Ce qu'il faut dire à nos auditeurs, c'est que l'UNRWA est la seule institution de l'ONU qui considère les réfugiés palestiniens de 1948 détenteurs d'en droit à une aide pécuniaire et autres et supplémentaires depuis 1948 de père en fils. C'est-à-dire que si votre arrière-grand-père a quitté volontairement la Palestine en 1948, eh bien vous et vos 100 cousins et 30 frères et sœurs allez continuer à jouir de l'aide de l'UNRWA. C'est quelque chose d'absolument délirant, et c'est d'autant plus délirant que dans une région comme celle de Gaza, eh bien la majorité, je dis bien la majorité de la population qui se trouve au chômage, je pense à peu près à 70%, même un peu plus de la population, survit, se nourrit, achète des voitures, des vélos et sa consommation courante grâce à cette aide de l'UNRWA, alors qu'ils n'ont absolument plus rien à faire avec ces réfugiés de 1948. Jim. Merci Stéphane, il est déjà 8 heures passées de 19 minutes. On va devoir malheureusement arrêter cet entretien. Merci en tout cas d'avoir été avec nous cette semaine. Bah oui, on avait encore beaucoup de choses à se dire, mais on le fera la semaine prochaine probablement. Et je vous souhaite à tous, à Bruxelles et en Belgique, une fin